Cette nouvelle technologie permet d'attraper les serial killers. Mais de quoi parle-t-on réellement? De la structure de l'ADN, tout simplement. Revenons quelques décennies en arrière. Le 25 avril 1953, dans la revue Nature, un court article est publié. Personne ne se doute qu'il va changer le cours de la génétique et de la biologie moléculaire. Deux jeunes chercheurs du nom de James D. Watson et Francis H. Crick y décrivent leur proposition de structure pour la molécule d'ADN. Ces deux hommes n'ont pas participé aux découvertes expérimentales en elles-mêmes. Ils ont seulement synthétisé celles réalisées à l'époque. Ainsi, ils sont parvenus à aboutir à une proposition de structure tridimensionnelle. Au début des années 50, un certain nombre de points à ce propos étaient déjà établis. L'idée de l'association des bases azotées avait déjà fait son chemin. De plus, il était de notoriété publique que l'ADN était le support de l'information génétique. Certes, cette découverte était encore récente pour l'époque. Pourtant, elle a permis de relancer les recherches autour de l'acide désoxyribonucléique, autrement dit l'ADN. La nature chimique de cette molécule était également connue de tous. On parlait d'une association de nucléotides, c'est-à-dire de phosphates, du désoxyribose et d'une base azotée assemblée en longues chaînes. Cependant, le nombre de chaînes associées ainsi que leur orientation dans l'espace restait encore un mystère. De plus, de nombreux rapports entre les nucléotides formant l'ADN avaient été observés par Chargaff. Par la suite, ces rapports sont nommés les règles de Chargaff. Mais quel est donc le secret de l'ADN? Watson et Crick parviennent à trouver un lien entre la structure monocaténaire de l'ADN, c'est-à-dire la succession de nucléotides, et de ces règles de Chargaff. À l'aide de modélisation moléculaire, ils mettent en lumière le fait que deux bases azotées données peuvent s'assembler grâce à des liaisons d'hydrogène. On parle de deux liaisons hydrogène entre l'adénine et la thymine. Il est aussi question de trois liaisons hydrogène entre la guénon et la cytosine. Ils ont également eu accès aux travaux de nombreux chercheurs. Ces derniers tentaient de déterminer la structure de l'ADN grâce à l'observation de la diffraction de rayons X au travers de cristaux d'ADN purifiés. De ce fait, ils ont conclu à l'existence de deux chaînes dans la molécule d'ADN. Ils ont aussi considéré qu'elles seraient associées en une forme d'hélice. Ainsi, la molécule d'ADN est constituée de deux chaînes antiparallèles en hélice, associées par bases azotées complémentaires 2 à 2. À partir de là, Watson et Crick ont pu établir un modèle moléculaire tridimensionnel de cette molécule. En 1962, ils obtiennent le prix Nobel de physiologie ou médecine. Effectivement, la molécule d'ADN est une notion particulièrement importante dans le monde scientifique actuel. De plus, cette découverte a permis de comprendre l'ensemble des mécanismes moléculaires de l'expression génétique, un grand pas en avant dans le domaine de la science. En effet, l'ADN a permis l'arrestation de nombreux criminels. Prenons l'exemple du tueur du Golden State. Entre 1976 et 1986, cet homme est accusé de pas moins de 13 meurtres, d'une cinquantaine de viols et d'environ 120 cambriolages. Pourtant, ce n'est que le 25 avril 2018 que la police américaine procède à son arrestation. Durant des années, de nombreux enquêteurs ont fait chou blanc. Le suspect est un homme né en 1945 et serait un ancien policier. Il se prénomme Joseph D'Angelo. Officier de police à Auburn, en Californie, de 1976 à 1979, il est rapidement démis de ses fonctions. En effet, il est surpris en train de voler un marteau ainsi qu'une bouteille de répulsif pour chien dans une grande surface. De ce fait, il fait rapidement la une des médias locaux. Les photos accompagnant ces articles ressemblent étrangement aux dessins des portraits robots diffusés à l'époque. Pourtant, personne ne fait le rapprochement. En 1973, il se marie et de cette union naissent 3 enfants. Nous sommes entre 1981 et 1989. Après 1981, le tueur du Golden State fait profil bas durant 5 années consécutives. Cela concorde donc parfaitement avec la naissance de ses enfants. Malheureusement, cela ne dure pas. Petit à petit, tout s'éclaire et tout fait sens. L'homme a un passé militaire important, ce qui explique la technique des nœuds de diamant maîtrisés à la perfection lors des différentes agressions. Les années qu'il a passées dans la police lui ont permis de contacter les victimes alors que leur numéro de téléphone était sur liste rouge. De plus, aucun chien n'aboie en sa présence. Cela a donc permis de faire le lien avec le répulsif pour chien. Dans son analyse de personnalité, un trait de caractère ressort. Il s'agit du contrôle permanent des événements mais aussi du temps. Cela peut se rapporter au vol compulsif de réveil lors de chaque attaque. Cependant, il semblerait que la vie ait été un long fleuve tranquille pour Joseph D'Angelo au cours de toutes ces années. Il a eu la chance de vieillir entouré de sa famille. Habitant à Citrus Heights, il vivait au milieu des habitants qu'il terrorisait 40 ans plus tôt. Un comble quand on pense à l'horreur de la situation. Finalement, comment les enquêteurs sont-ils parvenus à son arrestation ?
quel a été le déclencheur de ce dénouement? En réalité, lorsqu'un suspect est arrêté aussi longtemps après les faits, les options ne sont pas nombreuses. Soit un témoin se met à parler, soit l'ADN permet de nouvelles découvertes. Dans ce cas précis, tout s'est joué grâce à l'ADN ainsi qu'à la détermination sans faille des enquêteurs. Suite au dernier meurtre attribué au tueur du Golden State, celui de Janelle Cruz, il est remarqué que l'ADN du tueur renferme un marqueur particulièrement rare. Seulement 20% de la population est concernée. Il est également non sécréteur. Cela signifie que son groupe sanguin ne se retrouve pas dans les fluides corporels. De plus, le tueur du Golden State dispose d'un gène PGM très inhabituel. Seuls 1 à 2% de la population détiendrait cette combinaison non sécréteur avec ce type de PGM. Seulement seul l'ADN ne sert strictement à rien. L'unique façon de le faire parler est de le rapprocher d'un profil d'individu. C'est le tueur Guy Georges qui a entraîné l'accélération du FNAIG en France. Aux États-Unis, depuis 1994, la loi DNA Identification Act donne au FBI le droit d'alimenter une base de données nationale. En 2004, la proposition 69 permet aux autorités californiennes de collecter l'ADN de tous les prévenus lors de leur arrestation. Pourtant, dans le cas de Joseph DeAngelo, aucun profil ne correspondait à l'ADN trouvé sur place dans les fichiers de la police. C'est donc grâce à des banques de données d'ADN que tout se met enfin en place. Complètement gratuit, ce genre de site est alimenté de manière volontaire par des personnes cherchant à en savoir plus sur leur généalogie. Ces informations ne sont jamais transmises aux services de police, sauf dans le cas où un mandat l'exige. En ce qui nous concerne, les enquêteurs ont requis l'aide du site GEDmatch. Il contient plus de 650 000 profils ADN. Ouvert à tous et en accès libre, il a permis de remonter jusqu'à Joseph DeAngelo. Les faits sont clairs, si un membre de la famille du serial killer s'est un jour inscrit sur ce site, lorsque les informations génétiques du tueur vont être entrées dans la banque de données, un résultat devrait correspondre. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Plusieurs correspondances sont apparues. Par la suite, les policiers ont dû enquêter sur les diverses filiations. En fonction du sexe, de l'âge et de la localité, les recherches s'amenuisent. Le nom de Joseph DeAngelo fait enfin son apparition. Cependant, personne ne dispose de son ADN. Comment donc savoir qu'il s'agit bien de la bonne personne? Avec certitude, il est impossible d'arrêter un suspect sans disposer d'un ADN qui correspond. Il est également impossible d'avoir son ADN sans procéder à une arrestation. De la même manière qu'en France, aux États-Unis, chacun est libre de refuser de se soumettre à un prélèvement ADN. Par contre, les autorités peuvent utiliser de l'ADN qui se serait détaché de votre corps de manière spontanée. Elles prennent donc la décision de suivre Joseph DeAngelo dans tous ses déplacements. C'est lorsque l'homme de 72 ans se rend dans un magasin que tout se joue. En sortant, il jette quelque chose dans une poubelle. La police s'empresse de le récupérer et le fait analyser. Les résultats sont sans équivoque. L'ADN de Joseph DeAngelo correspond à 99,99% à celui du tueur du Golden State. C'est ainsi que se clôture l'un des cold cases les plus médiatisés de l'histoire, et tout ceci grâce à l'ADN. Cette technologie incroyable qui permet d'attraper des serial killers est un véritable miracle moderne. Désormais, il est aussi possible de prélever du matériel génétique humain dans des échantillons d'air. Mais quand la science cessera-t-elle d'évoluer? Jamais, nous l'espérons. Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter de toutes les autres, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions en commentaire. Cela pourrait nous être très utile dans le développement de nos prochains sujets. Surtout activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouveautés et à très bientôt sur ATech.